Offside, c'est le podcast qui décrypte les coulisses du sport sous l'angle juridique. Que se cache-t-il derrière les grands événements sportifs qui vont façonner le monde sportif et ses acteurs? Comment comprendre des décisions, des actualités sportives? Comment comprendre certains thèmes du sport qu'on a l'habitude de suivre en divers médias spécialisés? Pour y répondre, nous allons évoquer des histoires rocambolesques de transferts, des contrats ayant défrayé la chronique, des affaires de dopage, des problématiques de droit TV. Nous allons évoquer des litiges entre acteurs du sport ou encore des thèmes tels que les dessous du MMA. Chaque épisode plongera au cœur des enjeux juridiques qui impactent les sportifs, les clubs, les fédérations nationales et internationales. Nous laisserons tout d'abord la parole à nos invités qui sont triés sur le volet. Et nous tenterons ensuite d'expliquer le plus simplement possible les dessous juridiques des sujets abordés. Ce podcast s'adresse à vous, passionnés de sport, que vous soyez acteur, avocat, professionnel, étudiant ou tout simplement fan de sport. Je suis Laurent Falous, avocat spécialiste du droit du sport et je vous souhaite la bienvenue dans votre nouveau podcast Rendez-vous Offside, là où le droit sort enfin du vestiaire. Alors aujourd'hui, dans Offside, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Mehdi Frère, athlète de haut niveau et excusez du peu, si je ne me trompe pas, deuxième meilleur performeur français de l'histoire sur marathon. C'est bien. Bonjour Mehdi, comment vas-tu? Bonjour Laurent, merci pour l'invitation, ça va très bien, merci. Parfait, alors si tu le veux bien, nous allons retracer ton parcours. Tu es né le 27 juillet 1996 à Paris. Tout à fait. Quel signe astrologique? Oh, c'est Lyon ça, il me semble. Lyon, ok, donc on sait à qui on a affaire. Alors gamin, comme beaucoup de jeunes de ton âge, tu rêves de devenir footballeur professionnel. Tu joues alors milieu défensif, comme un certain N'Golo Kanté. Et puis malheureusement, tu n'auras finalement pas les moyens de pouvoir réussir cette carrière. Et très vite, tu te rends compte que tu ne peux pas du coup suivre cette voie-là. Et donc tu vas bifurquer finalement vers l'athlétisme, notamment par une approche d'entraîneur d'athlétisme. Alors ma question est la suivante, comment s'est passée exactement cette transition du football vers l'athlétisme? Et est-ce que tu aurais des conseils à donner aux jeunes footballeurs qui se rêvent professionnels de football et qui finalement constatent qu'ils n'ont pas forcément les moyens d'y parvenir? Alors, les conseils que je pourrais donner, je serais peut-être pas bien placé pour les donner parce que justement, je n'ai pas réussi moi dans cette carrière. Alors, ce qui m'a manqué, le football, c'est un milieu extrêmement concurrentiel et je veux dire, la France dispose d'un système de formation qui, je pense, est assez performant. Mais je crois que la première chose à faire, c'est de se rapprocher de centres de formation ou de sport-études football, donc faire des détections et puis voilà. Moi, j'avais participé à des détections et puis j'étais rentré jusqu'au sport-études football, mais j'avais pas un niveau qui me permettait de rêver à une carrière de footballeur professionnel. Il y avait ça et puis il y avait aussi le fait d'essayer de concilier avec les études à côté, c'est pas forcément évident. Et je pense que le sport-études ou les pôles ou les centres de formation sont un bon compromis. Je t'arrête là, si tu me le permets, parce qu'on va évoquer ce sujet-là. Donc, c'est Bien une sûr. belle transition, puisque voilà, avant d'arriver à ce pôle espoir, ce pôle France qu'on va développer, à l'âge de 15 ans, donc tu prends ta première licence au Bondoufle AC, c'est bien ça? Oui. Et avant de te spécialiser dans le marathon, tu vas écumer un tas de disciplines. Alors, tu me dis si je me trompe, mais il me semble que tu vas tenter le cross-country, le 1500 mètres, le 4x400 mètres, le 3000 mètres steeple, le 5000 mètres, le 10 km. Et là, la petite cerise sur le gâteau, tu as même tenté le lancer du javelot. Est-ce que je me trompe? Oui, après, lancer du javelot, c'était pour dépanner l'équipe aux interclubs. D'accord, Donc, ok. c'était un contexte un peu particulier. D'accord. Après, c'est les joies de la course à pied. On peut faire plein de disciplines différentes. Tout à fait. Il faut essayer de se tester aussi pour voir ce sur quoi on est le plus performant. Donc, oui, j'ai essayé aussi, notamment 3000 mètres steeple, où j'ai essayé de faire une carrière dessus au début, avec peu de réussite. Mais voilà. Ouais. Donc, je me suis naturellement dirigé vers le marathon au fur et à mesure des années, oui. Ok. Et quelle discipline tu n'as pas essayé finalement? Oh là là. Le sprint. Je pense que j'ai pas essayé le sprint. Oui, ouais. j'ai pas beaucoup de qualité pour ça, donc D'accord. je le laisse aux spécialistes. Et donc, qu'est-ce qui a fait que finalement c'est intéressant et c'est bien de le savoir pour les auditeurs, c'est que pour savoir véritablement ce qu'on veut faire, il faut aussi avoir une gamme de choix qui sont importantes. Donc, tu as eu cette gamme-là importante et donc du coup, tu as pu déterminer quelle était finalement la discipline la plus pertinente pour ta carrière et qu'est-ce qui a fait finalement que c'est le marathon qui a emporté l'adhésion plutôt qu'une autre discipline? Il y a eu 2 constats. Le premier constat, c'est personnel, c'est au niveau de mes qualités physiques. J'avais plus de facilité, plus les distances s'allongeaient. Et le deuxième constat, c'est aussi que j'avais remarqué qu'il y avait un peu un trou à cette période sur le marathon français. Et j'avais l'idée que les gens prenaient trop de temps à se lancer sur cette discipline qui nécessite beaucoup de maturité, beaucoup d'expérience. Et j'avais eu l'idée d'y passer jeune parce que je pensais à juste ce titre, je crois qu'il y avait des places à combler sur cette discipline et qu'il y avait moyen de faire une carrière à très haut niveau et notamment viser une qualification olympique.
Tout à fait. Bah, écoute, merci pour ces précisions. Alors, pour nos outsiders, on rappelle que les compétitions de course se divisent globalement en 3 grandes catégories. On a le sprint, ça va du 60 mètres au 400 mètres, donc la discipline que tu n'as pas forcément essayée. Tout à fait. Ensuite, on a le demi-fond de 800 mètres à 10 km. Et enfin, on a le fond avec le cross-country, le semi-marathon et le marathon. Alors, de ton côté, tu t'es donc dirigé vers le marathon, que tu as exercé en parallèle de ton parcours scolaire. Et donc, comme beaucoup de jeunes athlètes, tu as dû concilier ce que tu as évoqué tout à l'heure, ta vie sportive et ta vie scolaire, et tu t'es inscrit en sport-études d'athlétisme à Font-Romeu dans les Pyrénées-Orientales. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus précisément de cette période et nous indiquer comment étaient concrètement répartis les cours entre les cours et les entraînements à cette époque? Alors à cette période-là, j'étais à Font-Romeu d'abord pour le football, ensuite j'ai Mhm. fait la transition du sport-études football au sport-études D'accord. du coup Mhm. athlétisme par le biais des cross UNSS où j'avais été repéré par un coach. Et ensuite, passer les journées en général, on commençait toujours par les cours et puis on était libéré relativement tôt. Après relativement tôt, c'était vers 16h30 ou 17h et on Mhm. enchaînait directement avec l'entraînement, que ce soit au football ou à l'athlétisme. Et parfois, je crois qu'il y avait une fois dans la semaine, on avait aussi un créneau en plus pour faire du sport en journée. En général, c'était souvent d'abord après les cours, on enchaînait directement avec le sport. Et Ouais. ensuite, il fallait aller faire les devoirs, aller en études. Donc voilà, c'était des grosses journées, oui, D'accord. assez Donc, denses. merci pour ces précisions qui vont servir à nos outsiders, puisqu'on va faire un petit topo sur la formation des sportifs de haut niveau, qui suit un parcours assez structuré en plusieurs étapes. Premièrement, on a, comme tu l'évoquais tout à l'heure, le pôle espoir qu'il faut d'abord intégrer. Et pour l'intégrer, il faut avoir un certain niveau. Tout à fait. Forcément, il faut être repéré, et notamment des talents qui sont repérés dans chacune des disciplines concernées. Et là, dans ce pôle-là, on va permettre aux jeunes athlètes qui l'intègrent de s'entraîner de manière intensive avec un encadrement qui va viser à préparer les athlètes à la haute performance, mais le tout en poursuivant leurs études en parallèle. Et les meilleurs d'entre eux, et c'est un point important, vont pouvoir ensuite accéder à un autre pôle qu'on appelle le pôle France, au sein duquel l'objectif est clair, c'est préparer les athlètes aux compétitions internationales, et donc dans lequel ils vont avoir un suivi médical, psychologique, sportif, qui va permettre un suivi, qui va permettre, d'optimiser leur progression. Ces pôles France se situent à plusieurs endroits, notamment le fameux INSEP, qu'on connaît tous, qui est l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, situé au Bois de Vincennes. J'imagine qu'un grand nombre d'auditrices et auditeurs sont déjà passés devant en voiture ou en courant ou en vélo. De toute façon, chacun son mode de déplacement. On a les écoles nationales et on a également les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive qu'on appelle communément les CREPS, qui sont répartis sur tout le territoire et qui offrent un cadre d'entraînement et d'éducation adapté aux jeunes espoirs du sport français. Donc ce topo il est intéressant pour préciser que ce système va donc permettre d'accompagner progressivement les jeunes athlètes à se préparer à leur carrière professionnelle tout en poursuivant leur carrière et leur cursus scolaire. Alors, c'est dans le cadre de cette conciliation qui est importante dans une activité professionnelle telle que la tienne que tu as, parallèlement à ta carrière sportive, rejoint la gendarmerie, puisqu'en 2018, tu as été gendarme adjoint volontaire. Et à partir de 2019, tu as rejoint la garde républicaine. En 2021, si je ne me trompe pas, tu réussis le concours de sous-officier et tu intègres l'escadron motocycliste de la garde républicaine. Félicitations. Merci. À ton entrée dans la gendarmerie, est-ce que tu as bénéficié donc d'un emploi du temps particulier, spécifique, pour pouvoir en parallèle continuer à t'entraîner? Alors, à mon entrée, non, pas tout Mmh. de suite. J'ai passé les concours et j'ai fait les écoles comme toute personne lambda qui passerait les concours gendarmerie et qui ferait l'école. J'étais un élève gendarme comme les autres. Mmh. Et c'est ensuite, une fois arrivé en unité, ayant montré mon envie de travailler et mes résultats sportifs, qu'on a réussi à avoir petit à petit des aménagements. Après, il y a plusieurs types d'aménagements qui existent. Je pense qu'on y reviendra dans l'émission, au niveau de la gendarmerie ou plus globalement de l'armée. Mais moi, ça a été des arrangements internes avec avec comment dire, une équipe sportive interne à la garde républicaine qui m'a permis, moi, d'effectuer mon sport. Alors merci pour cette très belle transition, Mehdi, puisque voilà, comme tu l'as très bien expliqué, de nombreux sportifs, de niveau olympique ou non, sont soutenus par l'armée française. Ces athlètes vont conclure des contrats de travail, des contrats d'engagement avec l'armée de terre, l'armée de l'air et de l'espace, avec la marine ou encore la gendarmerie dans ton cas. Alors, il s'agit du fameux bataillon de Joinville. Joinville, qui est basé au Centre national des sports de la Défense à Fontainebleau. Alors, est-ce que toi, de ce que j'ai compris, tu t'es pas engagé à la gendarmerie de cette manière-là? Tout à fait, c'est ça. Et pour expliquer de quoi il s'agit, donc il s'agit d'engagements donc qui vont permettre à l'armée d'apporter son savoir-faire,
ces méthodes d'entraînement physique, psychologique à des sportifs de haut niveau. Et en contrepartie, les sportifs, forcément, ils ont une obligation. C'est quoi? C'est une obligation de mobilisation, d'entraînement et de stage militaire en faveur de l'armée. C'est un système qui est donc donnant-donnant et qui a fait ses preuves, puisque, stat assez incroyable, au JO 2024, 46 des 64 médailles françaises sont issues et ont été remportées par des athlètes militaires. Oui, c'est parlant, oui. C'est Assez parlant. parlant, tout à fait. Donc, les athlètes salariés par l'armée donc, arrivent à concilier leur vie professionnelle et leur rythme d'entraînement de manière optimale. Et il y a d'ailleurs aussi d'autres employeurs qui offrent aux athlètes cette capacité-là, ces aménagements. On peut citer notamment la RATP ou encore la SNCF. Est-ce que, d'après les propos qu'on a pu tenir, tu considères que le système français, sur cette base-là ou sur d'autres éléments, permet véritablement de concilier une carrière de sportif de haut niveau et en parallèle un emploi professionnel? Et qu'est-ce que tu proposerais pour améliorer la formation des jeunes athlètes? Alors, c'est très compliqué parce qu'on voit que l'armée soutient énormément et en fait, ça doit nous interroger sur le fait que pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus d'entreprises qui aideraient des athlètes. Je veux dire, il y a beaucoup d'athlètes qui sont toujours en difficulté pour concilier vie professionnelle et vie sportive. Et on voit surtout ça à partir du moment où les athlètes quittent un peu le monde des études. En fait, jusqu'au lycée et au pôle espoir, ça peut bien se concilier. Et au moment des études supérieures, là, il y a un trou. En fait, on a un système qui serait bien inspiré de regarder ce qui se passe plutôt côté des États-Unis, parce que là-bas, les athlètes arrivent à concilier études supérieures et sport de très très haut niveau. On les voit, les universités américaines sont des modèles en sport. Et ensuite, une fois qu'on rentre dans le milieu professionnel, voilà, c'est à l'athlète souvent de se débrouiller. Il y a très peu de places, les places sont très chères. Et c'est très compliqué qu'on n'est pas vraiment dans les tout meilleurs d'avoir ce genre de contrat ou d'avoir, je veux dire, soit un employeur, soit réussir à rentrer dans l'armée des champions. On en a parlé au bataillon de Joinville. C'est toujours un peu un parcours du combattant. Et voilà. Quels axes pourraient être utilisés pour améliorer ça? C'est une très grande question qu'on se pose depuis des années. Ouais, voilà, faudrait sensibiliser peut-être les entreprises à aider aussi un petit peu le sport français et que ça repose pas que sur quelques entreprises qui veulent bien, comme la RATP, on l'a parlé, ou plus principalement l'armée, quoi. Merci pour ces précisions. Et donc, on comprend bien et on constate que finalement, il y a un manque de moyens peut-être, et il y a un manque aussi d'accompagnement au fur et à mesure de la carrière et au moment, forcément, du coup, où on accède au milieu professionnel. Tout à fait, on le voit surtout au niveau des études supérieures où les athlètes sont un petit peu lâchés dans la nature. Ça se complique vraiment beaucoup à ce moment-là. C'est là où on perd pas mal d'athlètes aussi, oui. D'accord. On peut peut-être prévoir un cursus universitaire spécifique aux jeunes athlètes? Est-ce que ce genre de choses existe ou pourrait exister? Ça existe, mais quand on demande aux athlètes concernés, on constate que ça existe dans les textes ou voilà, où certaines universités en parlent, mais en pratique, c'est toujours très compliqué, quoi. Les aménagements sont pas optimaux. Je veux dire, pour rattraper des cours ou des concours en fonction des compétitions, c'est toujours très compliqué. Donc oui, on est très, 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 très loin de grands États du sport comme les États-Unis, par exemple. Très bien. Alors, cela étant précisé, on va reprendre désormais ton parcours. Donc, en 2018, tu vas rejoindre le club Pays de Fontainebleau d'athlétisme. Et c'est en 2019, après de 23 ans, que tu te fais le plus connaître, puisque lors de ton premier marathon en compétition officielle, le marathon de Valence, sur lequel on va revenir, tu exploses le chrono en 2h14 minutes. Tu enchaînes ensuite les performances, puisqu'en 2020, tu cours ce même marathon de Valence en 2h08 et 55 secondes. En 2022, tu fais le semi-marathon de Valence en 1h 0 minutes 32 secondes. Et enfin, en 2023, tu deviens le deuxième meilleur performeur français de l'histoire sur marathon, en terminant encore ce fameux marathon de Valence en 2h05 minutes et 43 secondes. Alors, sur ce dernier résultat, je m'adresse aux outsiders. Je vous invite à essayer de tenir l'allure de dingue que tu as pu avoir, puisque c'est 2 minutes 59 au kilomètre, soit plus de 20 km/h. Donc, pour ma part, je ne sais pas si j'arriverai à te suivre en vélo. Et quand on regarde bien tes performances, on constate finalement que tu réussis particulièrement bien ce marathon avec une croissance exponentielle qu'on a évoquée. Qu'est-ce qui fait que tu es si bon sur cette épreuve précisément? Ce qui fait que je suis si bon sur cette épreuve, particulièrement à Valence, je pense que c'est aussi ma première expérience qui a joué. Quand j'ai vu que j'ai réussi parfaitement mon premier marathon, mon premier essai là-bas, que j'ai vu qu'en décembre, il fait une quinzaine de degrés, que les conditions sont parfaites, que la qualité de l'organisation fait qu'on est dans les meilleures conditions pour performer. Je veux dire, le parcours est extrêmement performant et on a une densité incroyable chaque année là-bas. Voilà, quand quelque chose fonctionne, il ne faut pas le changer. Donc, j'ai gardé cette formule que j'ai répétée à peu près tous les ans parce que je sais que je suis dans les conditions absolument optimales pour réaliser une performance de niveau international. Donc,
Donc au mois de décembre, là où les personnes ont tendance à prendre un peu de poids, là tu es en forme optimale de ton côté, c'est bien ça? Exactement. Après, je me relâche pour les fêtes, mais jusqu'à Valence, c'est début décembre, ça va, on a de la chance. Ça va. Je suis très sérieux, ça. Alors forcément, au vu de ces performances qui sont allées crescendo, tu visais nécessairement une qualification aux Jeux Olympiques et c'est ce que tu pensais avoir réussi à réaliser avec ton chrono au marathon de Valence en 2020, qui était de 2 heures 8 minutes 55 secondes. Alors que les minima étaient fixés à 2 heures 11 minutes et 30 secondes. Et malheureusement, ta performance a été réalisée en décembre 2020. Tu visais une participation aux Jeux Olympiques qui ont été repoussés à l'été 2021 à cause du Covid. Et la Fédération française d'athlétisme avait décidé de conserver les temps initialement réalisés par les athlètes avant du coup les JO prévus à l'été 2020. Comment tu as vécu finalement cette frustration, j'imagine, importante? Ça a été c'était une période très compliquée. C'est un mini traumatisme parce que, c'est quand même compliqué à chaque fois quand on s'entraîne pendant des années pour réaliser une performance, qu'on essaye de chercher une qualification, sur le terrain et quand on voit qu'on réussit ce qu'on avait envie de faire, qu'on est le meilleur français à l'époque et qu'on n'est pas sélectionné pour des raisons administratives qui sont, très, très loin des considérations sportives. Dire voilà, je pense qu'ils ont pris une décision, c'était, leur choix et leur droit. Après, voilà, sur un point de vue sportif, c'était difficilement explicable. Après, voilà, ça m'a permis aussi d'apprendre, de relativiser. Voilà, ce n'est que du sport et de me reconcentrer, de me remobiliser pour essayer d'aller chercher une qualification. On y reviendra aussi à l'édition suivante Ouais. et certainement aux prochaines. Merci encore pour cette nouvelle passe décisive, puisque voilà, tu t'es pas démobilisé en effet, loin s'en faut, puisqu'en décembre 2023, tu réalises les minima pour te qualifier au JO de Paris 2024. Comme on l'a évoqué, le chrono était de 2 heures 5 minutes et 43 secondes. Tu termines ensuite second du semi-marathon de Paris avec un chrono canon de 1 heure 1 minute. Forcément, vu de ces chronos, tu te positionnais comme un sérieux outsider pour le marathon olympique. Malheureusement, pour toi, patatras, début juin 2024, tu reçois un courrier de l'Athletic Integrity Unit qu'on appelle AIU, sur lequel on va revenir, qui est une organisation qui est créée par la Fédération internationale d'athlétisme, qu'on appelle World Athletics, et qui gère toutes les questions d'éthique et de dopage. Et ce courrier-là va finalement prononcer ta suspension provisoire du fait de quoi? De 3 manquements à ce qu'on appelle des obligations de localisation. Alors, d'emblée, il est nécessaire de préciser qu'il ne s'agit pas d'un manquement à un contrôle antidopage, il ne s'agit pas de la prise de produits dopants, il ne s'agit pas d'un no-show, donc que tu ne serais pas présenté du coup à un contrôle quelconque. Alors, de quoi s'agit-il? On va expliquer un petit peu de quoi il s'agit à nos auditrices et auditeurs, puisqu'on doit expliquer comment les instances et le milieu en matière d'antidopage fonctionnent. Alors, au niveau national, on a une agence que tu connais qui s'appelle L'AFLD, oui, Ah, l'Agence tout à fait. française de lutte contre le dopage. Tout à fait, qui est l'organisme chargé du contrôle et de la sanction des cas de dopage en France. Parmi ses missions, on peut notamment citer la planification et la réalisation des contrôles antidopage, que ce soit en compétition ou hors compétition. On a l'analyse des échantillons dans des laboratoires, on a l'ouverture des procédures disciplinaires en cas de violation forcément, et ensuite, on a un point important qui est la sensibilisation et la prévention auprès des sportifs. Ça, c'est au niveau national. Et au niveau international, on a chacune des fédérations qui a son propre programme et traitement, comme c'est le cas pour World Athletics et l'Athletics Integrity Unit, donc l'AIU. Cependant, ces fédérations internationales vont être placées sous l'égide du Code mondial antidopage, qui est établi par qui? Par l'Agence mondiale antidopage, qu'on appelle communément l'AMA. Tout à fait. Alors, cette dernière, c'est l'autorité suprême en matière de lutte contre le dopage. Et son rôle, c'est de définir les règles antidopage internationales, la liste des substances qui sont interdites, de superviser le respect du Code mondial antidopage, d'accréditer des laboratoires, etc., etc. Donc, quand on voit à quel point c'est potentiellement complexe, qu'il y a beaucoup d'instances, beaucoup de règles à connaître, est-ce que toi, en tant que licencié de la Fédération française d'athlétisme, et avant toute cette affaire, tu avais une connaissance de toute cette nomenclature? Et est-ce que les sportifs de haut niveau, plus précisément, sont familiers de toutes ces spécificités? Alors, j'avais une connaissance assez sommaire, mais suffisante de la législation française, vu que j'étais habitué à avoir un contact avec l'AFLD, l'Agence française de lutte contre le dopage, et ça depuis le début de ma carrière, même en pôle espoir. Et là, on était sensibilisé là-dessus au niveau AFLD avec la réglementation antidopage pendant le cursus de formation pôle espoir. Et
Le problème, c'est qu'après cela, j'ai pris mon envol, je suis rentré dans la vie active et puis j'ai continué ma carrière de mon côté. Et en tant qu'athlète isolé de mon côté, en faisant ma carrière un petit peu hors du système, c'est vrai que j'avais plus forcément de formation à ce niveau-là. Et donc, je me suis un peu retrouvé à devoir un peu gérer tout seul. Donc, on a tendance à penser qu'un athlète de haut niveau, il y a tout un staff autour, il y a un manager, un coach et puis quelqu'un qui va peut-être s'occuper du côté papier. Moi, le problème, c'est que j'étais une équipe de 1 tout seul. Voilà, je devais tout gérer tout seul de mon côté, donc je devais me renseigner sur la législation, me renseigner sur les règles et devoir gérer aussi tout ce qui est le côté administratif. Et voilà, on est un petit peu livré à nous-mêmes dans ce genre de conditions. Voilà. Merci pour ton honnêteté et ta transparence. Et donc, du coup, ça nous permet d'expliquer aussi ce qui s'est produit par rapport à la suspension provisoire qui a été prononcée et revenir sur les faits à l'origine de cette suspension. Avant d'arriver, du coup, à ce courrier-là, en amont, tu avais été intégré en novembre 2021 dans ce qu'on appelle un groupe cible pour une durée d'1 an. Et ensuite, c'était prolongé 2 fois jusqu'en novembre 2024. Donc ça, c'était initialement mis en œuvre par l'AFLD, on a évoqué, donc c'est l'Agence française de lutte contre le dopage. Et ensuite, c'est l'Athletic Integrity Unit qui a pris le relais, donc l'AIU, à partir de janvier 2024. Comment toi, quand ce que tu apprends finalement que tu intègres ce groupe cible, comment tu le vis? Au début, je réalise pas forcément les implications que ça va avoir. Donc, je me dis, OK, comme d'habitude, on va se soumettre aux règles qu'on nous impose. Et en fait, petit à petit, quand j'ai commencé à voir un petit peu tout ce que ça impliquait et les obligations auxquelles on était soumis, j'aurais préféré avoir en fait un bracelet électronique, tout simplement. Parce qu'en fait, on doit utiliser une application dans laquelle on doit renseigner toutes les données personnelles et le plus précisément possible, et ça chaque jour de l'année, sans aucune pause. Et on ne peut pas poser de vacances sur l'application qui s'appelle Adams, du coup. On ne peut pas dire je suis indisponible à ce moment-là, je ne vais pas remplir mes informations ou je coupe un petit peu l'athlétisme. Il n'y a pas de saison off. En fait, ça, c'est tous les jours de l'année et ça peut se répéter, comme tu l'as indiqué, sur plusieurs années, en fait. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement lourd, que ce soit pour nous-mêmes ou pour les proches, qui on doit faire subir aussi les obligations et les restrictions auxquelles on est soumis. Donc, c'est très, très compliqué à gérer. Et puis, ça finit par peser. On a l'impression d'avoir toujours un poids qui nous pèse au-dessus de la tête et des épaules, quelque chose qui nous stresse, qui nous empêche parfois de dormir. Est-ce que j'ai bien vérifié ci? Est-ce que j'ai bien fait ça? Et ça, il faut imaginer devoir renseigner quelque chose d'aussi compliqué, d'aussi dur, tous les jours de sa vie pour une durée au final indéterminée, parce que c'est censé être sur une période d'1 an, mais reconductible X fois. Donc, en fait, on n'en voit pas la fin. Alors, c'est très bien expliqué, merci. Je pense que tu peux prendre ma place à l'avenir. Donc, je vais essayer d'utiliser des termes aussi simples que toi, mais en même temps avoir une petite vision juridique par rapport aux propos que tu as pu tenir. Donc, le groupe cible qu'on évoquait, c'est un groupe d'athlètes qui est défini par la FLD ou l'AIU ou tout autre organisme compétent qui va du coup prévoir une obligation, même plusieurs obligations à la charge de ces athlètes. Et ces athlètes vont faire l'objet de ce qu'on appelle un suivi renforcé. Comme tu l'as évoqué, c'est très exigeant. Je pense que c'est le terme que tu recherchais, qui va entraîner plusieurs obligations à leur charge. D'abord, donc, c'est celle de renseigner à l'avance les lieux d'entraînement et de compétition pour le trimestre à venir, ainsi que l'adresse principale et toute autre adresse où éventuellement l'athlète va loger lorsqu'il n'est pas à son domicile. Et ensuite, il faut se localiser 60 minutes par jour via le fameux logiciel Adams que tu évoquais. Et cela permet en fait quoi finalement? Ça permet aux autorités de pouvoir procéder, si elles le souhaitent, dans ce créneau, à un contrôle qu'on appelle inopiné. Bon, qui n'est plus trop inopiné, mais qui l'est au moins en partie. Alors, cette obligation de localisation fait partie des actions que peuvent mener de façon générale les organismes de la lutte antidopage. Et ces règles sont définies par le Code mondial antidopage qu'on a l'occasion d'évoquer régulièrement. Donc, notamment, on a dit l'interdiction des substances et méthodes dopantes, les contrôles antidopage et la fameuse obligation de localisation. Il faut comprendre sur ce sujet, et c'est le point d'achoppement sur lequel finalement tu as pu finalement avoir cette suspension. On a une règle qui est l'article 2.4 des règles antidopage qui prévoit que si tu as 3 manquements à ces obligations de localisation sur une période de 12 mois, la suspension elle est automatique, c'est 2 ans. Tout à fait. Et l'article 10.3.2 de ces règles également prévoit que la combinaison, donc c'est cette règle-là qui prévoit que la combinaison de ces 3 manquements prévoit une suspension de 2 ans. Alors, tu reçois malheureusement ce courrier en juin 2024. Comment tu as vécu cette première suspension provisoire? Est-ce que tu estimes que tu avais des choses à te reprocher? Alors, les choses qu'on pourrait me reprocher, oui, c'est certainement d'avoir voulu tout gérer tout seul, premièrement. Donc, ça,
je me suis cru capable de gérer de front mes plusieurs vies, voilà, et de pouvoir le faire convenablement sans qu'une vie empiète sur l'autre ou ait un impact. Alors ensuite, pour la faute qui me reprochait, on peut estimer que la sanction est peut-être lourde, voilà, ou peut-être disproportionnée, parce qu'au final, ce qui m'est reproché, c'est pas d'avoir triché, c'est pas d'avoir reçu un quelconque avantage des manquements qui me sont reprochés. Je n'ai pas pris la place de quelqu'un, je n'ai pas couru plus vite grâce à ça. Donc c'est vrai que 2 ans de suspension, c'est au final assez lourd quand on voit que pour le même cas, certaines personnes n'ont qu'1 année de suspension. Pour des cas avec des produits, on peut avoir 6 mois ou 3 mois de suspension. Donc effectivement, c'est assez difficilement compréhensible. Après, sur le fond de l'affaire, on peut y revenir. Oui, c'est normal qu'un athlète soit sanctionné si jamais il remplit mal ses informations et si jamais il se soumet mal aux obligations qui sont les siennes. Mais après, je veux dire, il pourrait y avoir un petit peu plus de cas par cas et un petit peu plus de, voilà, un peu de proportionnalité entre la sanction et les faits réels commis par l'athlète, quoi. Alors, tu me fais une passe D, mais un petit peu en avance, une avance passe D, avant passe D, si possible, puisque c'est un sujet qu'on va aborder un petit peu plus tard. Donc, par rapport à cette suspension provisoire, forcément, tu l'as contestée. Bien évidemment. Devant le tribunal disciplinaire de World Athletics. Donc pour votre information, chères auditrices et auditeurs, donc le tribunal disciplinaire, il a été créé pour statuer sur toutes les infractions au code de conduite et d'intégrité de World Athletics. Et face à ce tribunal, tu as notamment mis en avant ta situation personnelle avec la difficile conciliation entre ton activité professionnelle, qui était en plus à ce moment-là le cœur de ta vie personnelle. Tu n'avais pas forcément une activité professionnelle sportive importante à ce moment-là. Et tu as aussi indiqué avoir été dans l'impossibilité matérielle de pouvoir renseigner les informations sur le logiciel Adams parce que tu n'avais pas de réseau Internet au Kenya. Tu as aussi invoqué, si je ne m'abuse, des vices de procédure à tout le moins incroyables à ce niveau de compétition. Alors, et en dépit de tous ces arguments, malheureusement, la suspension, elle a été prononcée. Est-ce que tu as été déçu de cette issue qui a finalement abouti à une telle sanction? Oui, bien évidemment que j'étais déçu. Après, je veux dire, si c'est dans les textes et qu'ils estiment qu'il y avait raison nécessaire pour me sanctionner, pourquoi pas? C'est peut-être difficilement contestable, mais j'ai été surpris de constater que la rigueur à laquelle l'athlète doit être soumis, les instances n'y sont pas forcément soumises non plus. Je veux dire, on avait estimé qu'il y avait certains manquements procéduraux qui étaient assez graves à ce niveau-là d'exigence et au final, ceux-ci n'ont pas forcément été pris en compte. On a découvert le principe du de novo qui nous a été opposé à chaque fois, où en fait, à partir du moment où une procédure est lancée contre un athlète, tous les vices de procédure de la partie qui attaque sont guéris par cette même procédure. C'est assez surprenant. Je veux dire, c'est une construction du droit qui est assez inhabituelle en France, notamment. Après, soit. Mais effectivement, oui, c'était une période assez compliquée. Et forcément que j'étais oui, plutôt surpris, mais particulièrement déçu, oui. On s'attendait à une autre issue. Oui. Il me semble que dans les moyens également, il y avait le sujet de... alors, tu me dis si je me trompe, hein, je parle sous tout contrôle évidemment. Il y avait le sujet de l'absence de compétence de la FLD lorsqu'elle prend finalement... elle notifie un manquement. Le 3e manquement, c'est bien ça? Oui, alors oui, ça c'était dans les moyens qu'on avait évoqués. Après, pour revenir sur les dates exactes, je sais plus trop, mais je sais que j'avais été notifié peu de temps avant que la FLD n'était plus compétente pour notifier un manquement et qu'ils avaient passé les compétences à l'AIU. Et au final, quelques jours après, je crois que c'était même le lendemain, je reçois encore un courrier de la FLD qui me notifie et constate un manquement. Donc, quand on oppose ces règles-là, on ne comprend pas comment c'est possible, mais visiblement, dans leur construction du droit, ça l'est. D'accord. Alors, on n'est pas là pour contester ce qui a déjà été décidé. On est juste là pour débattre sur les tenants aboutissants de cette affaire et déterminer, finalement, la frustration que ça a pu engendrer, évidemment. Forcément, pour faire valoir tes droits et défendre ton honneur, tu as contesté cette décision devant le tribunal arbitral du sport. Donc, c'est une instance pour les auditrices et auditeurs internationale, privée, qui est basée à Lausanne, en Suisse, et qui est spécialisée dans le règlement des litiges sportifs au niveau international. Alors, ce qui se passe, c'est que sa compétence, elle n'est pas prévue par la loi, mais elle est prévue par les statuts. Les fédérations internationales prévoient dans leurs statuts que si une décision est prise par l'un de leurs organes et qu'on souhaite contester cette décision, on doit porter l'affaire devant le tribunal arbitral du sport. Donc, le TAS
a un rôle, entre guillemets, de cour suprême des institutions et juridictions sportives, même si ce n'est pas une cour au sens juridique du terme. Malheureusement, donc forcément, dans ton cas de figure, la sanction a été confirmée. Tout à fait. Ce qui semble extrêmement sévère, 2 ans, sans aucune réduction. Voire même plus ou moins 2 ans et demi. C'est presque Oui. 2 ans et 6 mois, puisque la date de commission de mon 3e manquement, c'était le 23 février 2024 et je suis suspendu jusqu'au 3 ou 4 juin 2026. Au final, ça fait une sanction presque pour un athlète positif à un produit dopant, quoi. Ça fait 2 ans et demi de suspension pour des manquements de localisation. Oui, tout à fait. Donc, c'est quand même assez important. Et ce qu'il faut bien rappeler aussi, c'est qu'en la matière, les athlètes ont une obligation de responsabilité objective. La moindre négligence dans le cadre du renseignement de ces informations constitue un manquement. Tout à fait. Ce qui est un point important. Et là-dessus, on a potentiellement un 2 poids 2 mesures avec d'autres cas de figure. On peut citer notamment le cas de figure de Yannick Sinner, que tu connais, j'imagine, qui est donc numéro 1 mondial actuellement en tennis, qui a été contrôlé en mars 2024 positif au clostebol, c'est un anabolisant. Et donc là, il avait plaidé une contamination accidentelle. Alors, l'histoire est assez rocambolesque, puisque cette contamination proviendrait de son kiné qui s'était blessé et avait utilisé un spray cicatrisant contenant cette substance. Et en massant le sportif, le spray l'aurait alors contaminé, ce qui est possible, évidemment, de facto, et on ne conteste pas ces faits-là. Donc là, dans ce cas de figure, il a été finalement suspendu 3 mois, puisqu'il va reprendre la compétition début mai 2025, alors qu'en parallèle, dans ton cas de figure, par exemple, certes, c'est 2 ans juridiquement, mais de facto, c'était 2 ans et demi. Est-ce que tu estimes qu'il y a potentiellement une proportionnalité qui ne soit pas respectée dans ces 2 cas de figure? Après, c'est peut-être de ma faute. Si j'avais couru plus vite, je serais moi aussi numéro 1 mondial. Et visiblement, les sanctions sont moins lourdes pour les athlètes de ce calibre-là. Non, effectivement, je constate une disproportion parce que même en cas de contamination, même si elle est considérée comme involontaire, je veux dire, l'athlète, s'il est positif à un produit dopant, c'est qu'il a potentiellement un avantage sportif sur ses autres adversaires. Et moi, ça va être compliqué d'expliquer que j'ai obtenu un quelconque avantage des manquements que j'aurais commis. Voilà, encore une fois, je n'ai pris la place de personne, je n'ai pas gagné des minutes sur mon marathon parce que j'ai mal renseigné des informations de localisation. Je veux dire, ça n'a pas non plus eu un impact sur mes contrôles antidopage. Je n'ai raté aucun contrôle antidopage. À chaque fois qu'un contrôleur m'a cherché, il m'a toujours trouvé sans difficulté, notamment dans la période des manquements en question. Donc en fait, voilà, il va falloir m'expliquer en quoi commettre ces manquements aurait pu m'aider en quoi que ce soit et pourquoi est-ce que du coup cette sanction mérite d'être, je ne sais pas combien de fois plus lourde qu'une contamination à un produit dopant. Donc finalement, ce qui fait la différence, c'est peut-être ce que tu indiquais tout à l'heure, l'exigence qui est requise des athlètes qui sont dans ces groupes cibles et qui nécessite au quotidien d'avoir une rigueur absolue et faire en sorte que les obligations de localisation soient parfaitement renseignées. Oui. Est-ce que là-dessus, par rapport à la problématique forcément à concilier cette obligation avec la vie privée, est-ce que tu penses que cette conciliation, elle est respectée, elle est de nature à pouvoir préserver d'une part ta vie privée, d'autre part ta vie professionnelle, et est-ce que c'est finalement pas la rançon de la gloire? Alors, après, c'est toujours compliqué parce que je pense que ces mesures sont nécessaires pour essayer de préserver l'équité dans le sport. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup d'autres moyens plus efficaces de lutter contre le dopage actuellement. Donc effectivement, il faut trouver un moyen pour lutter. Et c'est vrai que le principe de la localisation, c'est quelque chose de très important et d'intéressant pour essayer d'avoir des contrôles inopinés. Après, voilà, tu as parlé des obligations tout à l'heure, mais on peut aussi rajouter le fait qu'il faut aussi renseigner ses lieux et horaires de travail parfois. Il faut aussi renseigner ses billets d'avion, ses billets de train. C'est toujours extrêmement compliqué, concilier les deux. Je pense que les instances ont du mal à concevoir qu'un athlète pourrait avoir plusieurs vies à mener de front. Voilà, on a aussi une vie professionnelle à côté pour certains. Voilà, après, je suis peut-être le seul dans ce cas-là à essayer de mener une vie d'athlète potentiellement olympique et une vie professionnelle pleine à côté. Je veux dire, j'ai un emploi de gendarme qui est assez chronophage. Et c'est peut-être une mesure qui n'est pas forcément adaptée pour moi, mais qui serait peut-être adaptée à un sportif qui ne fait que ça de sa vie et qui a un staff autour de lui. Je veux dire, l'athlétisme, c'est aussi un sport pauvre, il faut aussi le considérer, donc on n'a pas forcément un staff. Donc voilà, bon. Donc finalement, ça serait plus ton cas de figure particulier avec ta double vie et ton emploi aussi exigeant
Ouais, du gendarme qui ferait que cette obligation a été plus difficile à respecter pour toi que pour d'autres? Bah, c'est très compliqué. Encore une fois, je pense que je l'ai même répété depuis plusieurs années. Si j'avais pu avoir un bracelet électronique, j'aurais signé tout de suite. Et c'est quand même dommage, surtout quand on est gendarme, d'en être à espérer un bracelet électronique plutôt que devoir remplir des informations qui sont amenées à être modifiées très régulièrement. Parce qu'il suffit qu'on ait un imprévu et il faut regarder si ça correspond bien avec tout ce qu'on a bien renseigné sur Adams. Le travail qui change du jour pour le lendemain, parce que des fois, nos emplois du temps sont amenés à varier extrêmement régulièrement. Dans la même semaine, je peux changer 5 fois d'emploi du temps. Donc voilà, c'est un casse-tête permanent. C'est toujours une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et on me reprendra peut-être là-dessus parce que non, on va me dire oui, mais c'est pas une épée de Damoclès, c'est pas quelque chose de très contraignant pour l'athlète, c'est nécessaire. Oui, c'est nécessaire, mais il faudrait peut-être réfléchir à, à d'autres moyens de pouvoir garantir l'équité et sans non plus avoir un impact aussi néfaste sur la qualité de vie, parce que ça impacte la qualité de vie des athlètes. Est-ce que tu as tiré les leçons du coup de tes erreurs et mis en place une organisation qui te permette de respecter ces obligations désormais? Oui, bien sûr, comme je suis visiblement pas très doué pour tout ce qui est papier. Maintenant, j'ai délégué, c'est ma conjointe qui s'en occupe, je lui ai fait une confiance totale, donc elle, je sais que elle vérifie 2 ou 3 fois par jour, il me semble, si mes informations Adams sont bien remplies. Et ce qui est cocasse, c'est que depuis que j'ai été suspendu, je suis sorti des groupes cibles, donc je ne suis plus soumis aux mêmes obligations de localisation et je n'ai plus de contrôle depuis. Donc on peut se demander la pertinence de ne pas contrôler un athlète dont on sait qu'il va reprendre sa carrière, alors qu'il a été suspendu pour des manquements de localisation. Donc, je suis étonné de ne voir personne venir me contrôler chez moi. Mais voilà, en tout état de cause, on continue à remplir les informations de localisation comme si on était toujours sur les groupes cibles. Maintenant, voilà, c'est quelque chose qu'on va apporter toute notre vie et tout le reste de ma carrière, en tout cas, ma conjointe et moi-même, de devoir vérifier, revérifier, revérifier si toutes les informations sont parfaitement remplies. Et ce qui est sûr, c'est que j'ai tiré des enseignements de cette histoire et qu'on ne me reprendra plus à avoir la moindre erreur. Je suppose. J'imagine que tu as pu retenir les leçons de ces erreurs-là. Si tant est qu'on puisse véritablement considérer que c'est une erreur, mais ça, c'est un autre sujet. Il y a l'aspect juridique, il y a l'aspect pratique, il y a beaucoup de paramètres à prendre en considération. Et on constate surtout qu'il y a un vrai sujet de conciliation entre ta vie professionnelle et ta vie privée. Et d'ailleurs, cette obligation de localisation, elle a fait forcément débat au niveau des juridictions, parce qu'il y a des syndicats, notamment l'UNFP, donc le syndicat des joueurs de football professionnels, qui avait saisi le Conseil d'État, qui avait contesté cette obligation de localisation parce qu'il considérait que ça constituait une violation de la liberté d'aller et venir et au respect de la vie privée familiale. Malheureusement, le Conseil d'État avait rejeté sa demande. Il y avait également plusieurs syndicats de sportifs français, et également la célèbre éternelle cycliste Jeanine Longo, qui avait également porté l'affaire devant la CEDH, qui avait contesté du coup cette mesure d'obligation de localisation. Encore une fois, cette mesure a été confirmée, donc cette obligation de localisation, puisque les 2 recours ont été déboutés, et les juridictions ont considéré que cette obligation de localisation a été juste. Pourquoi ? Parce que c'était justifié dans la mesure où elle est prévue par la loi, d'accord ? Et qu'elle était surtout proportionnée vis-à-vis des objectifs d'intérêt général qui sont poursuivis par la lutte contre le dopage, avec notamment la protection de la santé des sportifs et la garantie de l'équité et de l'éthique des compétitions sportives. Maintenant, les juridictions ont quand même considéré, et c'est un point important, que ces obligations avaient un impact non sous-estimable. C'est un moins de mal, c'est déjà pas mal. C'est un doux euphémisme, on peut dire, même, tout à fait. sur la vie privée des sportifs. Ce sujet ayant été évoqué, à moins qu'il y ait autre chose à rajouter là-dessus. Je sais pas, il n'y avait pas une ligne aussi dans les textes de la CEDH qui estimait que c'était un mal nécessaire, mais seulement si la période n'excédait pas une période d'1 an, il me semble. Parce que je crois que c'est important à souligner, parce qu'effectivement, on peut considérer que si ça n'excède pas une période d'1 an, ça peut être proportionné, et pourquoi pas. Mais quand on nous retire au 364e jour des groupes cibles pour nous réintroduire le lendemain pour avoir juste un jour d'écart entre les différentes inclusions, je veux dire, c'est moralement discutable, on va dire. C'est un sujet qui pourrait être porté devant ces mêmes juridictions à l'avenir. Oui. On aura l'occasion d'en discuter hors antenne. Tout à fait. Donc parlons désormais de ton avenir. Aujourd'hui, nous sommes près d'1 an après ta suspension. Malgré cette suspension, tu restes une figure marquante du marathon français. Tu es reconnu pour tes performances exceptionnelles et ton engagement professionnel. Et on attend donc ton retour à la compétition avec impatience.
Tu continues en parallèle forcément à t'entraîner. Je te suis sur Insta, je vois que tu lâches rien, notamment en vue de reprendre la compétition à l'issue de ta suspension qui aura lieu le 4 juin 2026. Quel est ton programme véritable, spécifique d'entraînement actuel? Alors, l'entraînement actuel, s'articule surtout autour de ma vie professionnelle. Maintenant, c'est elle qui a pris le dessus pour au moins la période de suspension. Donc, j'ai repris un emploi à temps plein à la gendarmerie. Enfin, je travaille, je ne sais pas combien de dizaines d'heures par semaine. Après, je suppose que dans ton métier d'avocat, tu connais les horaires à rallonge. Donc, je m'entraîne surtout quand je peux. Mais après, c'est surtout de l'entraînement plaisir en ce moment. J'entretiens surtout la forme physique et j'accompagne de temps en temps ma conjointe sur des footings. Voilà, pour aussi, parce qu'elle s'est mise à la course à pied et elle a aussi envie de courir un marathon un jour. Donc voilà, donc c'est surtout du plaisir en ce moment, c'est de l'entretien et puis je vais remonter un petit peu en puissance à partir de cet été pour arriver parfaitement l'an prochain, en juin, remonter à bloc. D'accord. Alors, comment tu comptes remonter en puissance d'ici l'été? Tu as un programme particulier prévu? Le programme particulier, ce sera surtout selon comment je peux m'entraîner avec mon activité professionnelle. Mais là, déjà, mes vacances, je vais certainement les passer beaucoup au Kenya ou à Font-Romeu. Je veux dire, c'est les lieux de stage les plus connus pour le course à pied, pour le marathon dans le monde. Donc voilà, ce sera surtout ça. Le temps libre que j'aurai, je le passerai certainement là-bas. Et puis voilà, je vais essayer de trouver des compétitions intéressantes pour revenir en juin. D'accord. Alors, tu nous parles du Kenya. J'ai pu constater que tu y es régulièrement. Tu sembles avoir une relation particulière avec ce pays qui est le berceau des plus grands coureurs de marathon, je pense, de tous les temps, avec Kipchoge, Tergat ou Kimeto. On sait que le Kenya, c'est une terre propice à l'entraînement avec des altitudes moyennes, si je ne me trompe pas, de 1850 mètres, et que c'est forcément un vrai atout pour adapter son organisme aux conditions les plus rapides. Mais au-delà de ces conditions, qu'est-ce qui fait que ce pays il est si spécial pour un marathonien? Mais je pense que en fait, ce qui fait que c'est si spécial, c'est que enfin, tu as déjà tout résumé. Je veux dire, c'est le berceau, un peu de la course à pied. C'est là où on va trouver les meilleurs athlètes, du monde. Je veux dire, un excellent athlète, je veux dire européen, quand il va là-bas, c'est un athlète, normal ou moyen et c'est ça qui est génial. On vient trouver la confrontation, je veux dire, se frotter un petit peu aux meilleurs mondiaux et il y a aussi, le cadre qui est magnifique. Les paysages sont juste, splendides et c'est un dépaysement total. Je veux dire, faire une sortie longue et puis voir des girafes, dans un champ au loin, c'est quand même pas commun. Et il y a aussi la météo. En fait, quand il fait -2, -3 degrés en France, l'hiver, en janvier-février, il fait par exemple 23-24 degrés en altitude au Kenya. Donc voilà, dans les plaines, il fait pas loin de 40 degrés. Donc, je veux dire, on vient trouver le confort climatique et puis les conditions d'entraînement. L'altitude, effectivement, tu en as parlé, avec le village d'Iten qui est perché à 2400 mètres d'altitude sur les hauts plateaux kenyans. Donc c'est un petit peu tout ça qui fait que le Kenya est un endroit si spécial pour s'entraîner, quoi. Merci pour ces précisions. Pour les adeptes du Kenya, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Alors, nous sommes à 3 ans des prochains Jeux Olympiques à Los Angeles. Est-ce qu'on peut espérer te voir lors de cette compétition, prendre ta revanche sur les précédents JO? Quelle y sera ton ambition? Est-ce qu'une médaille est envisageable? Alors, pour prendre des questions dans l'ordre. Ouais. Je comptais prendre ma retraite tôt, mais finalement, elle va devoir être repoussée de un peu plus de 2 ans, puisque c'est les années que j'ai perdues. Donc oui, je vais me projeter sur Los Angeles. Donc l'objectif sera évidemment à minima la qualification. Et puis, je veux dire, l'objectif, ce serait aussi de m'approcher du record d'Europe et du record de France d'ici là. Et j'estime que si j'arrive à cocher ces cases, donc me rapprocher de 2h03, 2h04 au marathon, je serai éventuellement un prétendant pour le top 5, voire la médaille olympique à Los Angeles. Mais c'est tout le mal qu'on te souhaite, cher Mehdi. Et donc forcément, au vu des temps que tu cites, hein, des 2h03, ça serait quand même un temps assez incroyable. On constate finalement qu'il y a une barre qui est symbolique, qui est celle de 2 heures, 0 minutes et 35 secondes, réalisée par le regretté Kevin Kiptoum. Est-ce que tu penses qu'un jour, cette barre fatidique des 2 heures va pouvoir être passée? Est-ce que toi, tu penses pouvoir l'atteindre un jour? Moi non. Moi Non. non, je vais rester réaliste, hein. Ouais. Déjà, Ouais. s'approcher du record d'Europe des 2h03, des 2h04, c'est des barres qui sont assez mythiques pour les marathoniens. Enfin, je veux dire, il y a des athlètes légendaires qui s'y sont un peu cassés les dents. Donc moi, passer sous les 2 heures, je pense pas que ce soit un objectif envisageable. Déjà, juste passer sous l'heure sur semi-marathon, ce serait déjà exceptionnel. Donc le faire 2 fois d'affilée, je considère pour moi en tout cas que on est dans l'espace. Mhm. Mais après, oui, c'est une barre qui tombera. C'est une barre qui tombera. Elle aurait peut-être déjà dû tomber si Kelvin Kiptoum ne s'était pas éteint à l'âge de 23 ans.
Et on a vu récemment que le record du monde du semi-marathon a été, on va pas dire battu, explosé. Un athlète a couru 56 minutes et 42 secondes, je crois, sur semi-marathon. Incroyable. Oui, donc on voit que s'étant sur semi-marathon, cet athlète a déjà la marge pour réussir à passer sous les 2 heures sur marathon. C'est qu'une question de temps. Après, est-ce que ça va prendre 1 an, 5 ans, 10 ans? Je pense que d'ici les 3 prochaines années, c'est une barre qui sera battue déjà. Merci pour ces précisions. On prend les paris et on en reparle d'ici 3 ans. Alors, pour finir, si tu me permets, j'ai quelques petites questions finales auxquelles j'aimerais que tu répondes du tac au tac. Quels sont ton meilleur et ton pire souvenir? Le pire, il sera facile, c'est le jour où j'ai appris mes potentiels 3 manquements et que j'allais peut-être devoir dire adieu aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Et mon meilleur souvenir, aussi très logique, hein, ça va être mon 2h05 au marathon de Valence. Je pense, une journée qui se passe une fois dans la carrière d'un athlète, le jour où toutes les planètes s'alignent, où tout se passe parfaitement bien. La météo est belle, il y a du soleil, je veux dire, la course se passe bien, peu de souffrance pour un marathon et que du plaisir. Et puis on voit le chrono à la fin. C'est indescriptible, voilà. Effectivement, c'est mon meilleur souvenir. Merci. Quel est ton mantra? Mon mantra, c'est garder de la passion dans ce que je fais, garder du plaisir, voilà. Il faut toujours avoir envie d'aller s'entraîner, sinon ça vaut pas le coup. Tant qu'on a de la passion et tant qu'on a du plaisir, alors on peut faire ce qu'on veut dans la vie, quoi. Et c'est en adéquation avec le temps que tu as mis à choisir la discipline finalement sur laquelle tu as Oui, réussi à bien exceller. sûr. Donc, j'allais poser la question, quelle est ta meilleure course? J'imagine que c'est Marathon de Valence 2023. Bien sûr, ouais. Est-ce que tu pourrais donner le meilleur conseil qu'on a pu te transmettre dans ta carrière, ou que ce soit quand tu étais plus jeune athlète, sur la meilleure manière de courir un marathon ou de devenir un athlète de haut niveau? Le meilleur conseil qu'on a pu me dire dans ma carrière, je pense, c'est de croire en ce qu'on fait, de rester constant. Voilà, c'est chaque petit effort mis bout à bout peut amener à de grandes choses. Donc, il faut pas, voilà, une journée qui se passe mal, c'est une journée qui se passe mal, tant pis. Il y aura pas que des journées parfaites, il y aura pas que des entraînements parfaits dans la vie. L'important, c'est de croire à l'objectif final et puis de rester constant dans ses efforts. Et c'est ça qui amène au haut niveau, je pense. Merci, c'est très, très intéressant. Dernière question, un film ou un livre à conseiller à nos outsiders? Ah, comment ça s'appelle? J'en ai un. Sur la vie de Steve Prefontaine, c'est Without Limits. Ça, je pense que pour tous les sportifs, pas que les coureurs, c'est un film qui est assez incroyable et que tout le monde devrait voir. Sur la vie d'un athlète américain qui s'est éteint à l'âge de 24 ans, lui aussi dans un accident de voiture, Ouais. qui était un peu la légende de la course à pied aux États-Unis, Steve Prefontaine, qui a connu aussi l'arrivée de la marque Nike, parce que son entraîneur, Bill Bowerman, c'est le co-créateur de la marque Nike. Donc c'est très intéressant aussi d'un point de vue historique pour les amoureux de sport et de basket. Ouais. Et voilà, et puis c'est un coureur légendaire qui a fini 4e aux Jeux Olympiques, je crois, sur 5000 mètres, qui avait tous les records américains. Et puis c'était aussi, au-delà d'un athlète, c'était quelqu'un d'inspirant et de particulier dans sa mentalité. Donc c'est un film qui est assez génial et que tout le monde devrait avoir vu. Ok, donc Without Limits. Without c'est ça. Limits, oui. Et pour un livre? Pour un livre, j'en ai pas particulièrement là, sur la course à pied. J'ai pas d'idée. J'ai mal travaillé. Non, pas de souci. Déjà, le film est pas mal et on va transmettre les informations aux auditrices et auditeurs pour qu'ils puissent le voir. Un dernier mot? Merci pour l'invitation, j'ai passé un excellent moment et puis voilà, je pense que ça a un peu éclairé les auditeurs sur aussi les à côté de la vie d'un sportif. Il n'y a pas que faire du sport, courir, jouer au foot, il y a aussi des côtés administratifs qui sont moins agréables, quoi. En effet. Merci Mehdi pour cet échange passionnant. Merci pour le temps que tu as accepté de partager avec l'ensemble de nos auditrices et auditeurs pour ce 2e épisode d'Offside, là où le droit sort enfin du vestiaire. N'hésitez pas à vous abonner sur notre compte Instagram Offside le podcast, notre chaîne YouTube Offside et toutes les plateformes de podcast afin de retrouver les prochains épisodes. Merci à vous. Merci Laurent.